Tout de suite, la maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien, bonjour, bienvenue dans la maison de Christian. Je suis en effet Christian Pesset. Je pense que vous commencez à le savoir. C'est pour moi un plaisir que de vous retrouver, que de vous accueillir dans cette émission consacrée à la construction, à l'aménagement de la maison, à l'équipement de celle-ci. Comme d'habitude, je vais vous donner quelques conseils qui, je l'espère, vous seront utiles. Je répondrai à la question d'un internaute et peut-être d'une internaute, car je ne sais pas très bien au prénom si c'est un ou une. Je traiterai aussi d'un sujet principal. Le sujet principal, c'est aujourd'hui l'évolution du dispositif d'aide à la rénovation énergétique en 2023 avec une invitée de marque, vous le verrez, c'est la députée Marjolaine Meignier-Millefer, spécialiste de la question. Et je finirai sur un coup de cœur, ça concerne plutôt votre abri de jardin. Vous pouvez retrouver cette émission comme d'habitude tous les samedis matins à partir de 8h sur le site reno-info-maison.com, le site sur lequel vous pouvez aussi poser toutes vos questions. Vous la retrouverez cette émission aussi sur notre page Facebook, et même maintenant il y a une page Facebook dédiée, sur LinkedIn également, sur les principales plateformes de podcast, ainsi que, c'est un peu une nouveauté, sur une chaîne YouTube spécifique à l'émission. Je vous encourage évidemment à vous y abonner. L'invité de Christian Pesset. Alors, l'invité de Christian Pesset aujourd'hui, c'est Marjolaine Meignier-Millefer, je le disais il y a quelques instants, qui est donc députée de l'Isère, qui est également vice-présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire à l'Assemblée nationale. Elle est présidente aussi de l'association HQE. C'est la grande spécialiste de la rénovation énergétique au Parlement. Avec elle, je vais faire le point aujourd'hui sur l'évolution d'abord sur les résultats de 2022 et sur évidemment donc l'avenir de cette disposition. Bonjour Madame la députée. Bonjour. Alors, Marjolaine Meignier-Millefer, Madame la députée, ma première question, ce sera de vous demander si on peut faire un bilan 2022, combien de logements ont été rénovés et quel budget finalement y a été consacré. La rénovation énergétique sur l'année 2022, ça a plutôt été une année d'intense activité sur la rénovation énergétique, avec 670 000 rénovations énergétiques réalisées grâce à MaPrimeRénov'. Ce qui vaut en équivalent à quelque chose comme 3 milliards d'euros d'aide attribuée. En comparaison, en 2021, on était à 640 000 logements pour 2 milliards d'euros d'aide. Et l'année d'avant encore, c'était 210 000 logements rénovés pour 1,2 milliard d'euros d'aide. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a bien une montée en charge du dispositif. Est-ce que l'effort va se poursuivre en 2023 ? Alors, avec les mêmes budgets, quels sont en même temps les objectifs ? L'objectif est bien d'augmenter encore ce volume de rénovation, à la fois en chiffres. L'objectif, c'est d'aller vers davantage de rénovation, 700 000 par l'ANA, mais également d'approfondir ces rénovations pour qu'il y ait davantage de rénovation globale que de rénovation par geste, parce que on a beaucoup progressé sur la rénovation par geste, un peu moins sur la rénovation dite plus profonde, et donc là il y a encore du travail à mener. On en revient, si je comprends bien, à soutenir les rénovations par bouquet de travaux, voire les rénovations qu'on appelle globales. Mais alors, ça n'a pas vraiment marché par le passé, du fait du reste à charge, c'est-à-dire ce qui reste à payer, insupportable pour les ménages et surtout pour les familles à revenus modestes, voire très modestes. Alors,
Ma question, c'est simple, hein. Pourquoi ça marcherait maintenant? Il y a plusieurs aspects. C'est que la montée en charge de la rénovation globale, ça n'est pas qu'une problématique du reste à charge pour les ménages. La problématique, c'est d'abord qu'on n'a pas aujourd'hui un marché de la rénovation qui est organisé pour faire de la rénovation globale. Aujourd'hui, le secteur de la rénovation, c'est des acteurs de la rénovation qui travaillent de manière successive sur les bâtiments et qui interviennent par gestes de rénovation. Aujourd'hui, la coordination de ces gestes de rénovation pour aller vers de la rénovation globale, elle est encore assez exceptionnelle. Et effectivement, la coordination de ces gestes de manière plus systématique pour effectivement essayer d'aller faire baisser les coûts, ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est encore à travailler. Après, la prise en compte de ce reste à charge, il est déjà pris en compte. Il y a un effet de financement plus important sur la rénovation globale. Maintenant, oui, la rénovation globale, ça coûte cher, plus que la rénovation par geste. On parle évidemment beaucoup ces derniers temps de bilan carbone. Alors celui du bâtiment et du logement en particulier est régulièrement montré du doigt. Est-ce qu'il s'améliore du fait des campagnes de rénovation énergétique? Absolument. En fait, c'est bien de souligner ça. En fait, le bâtiment aujourd'hui en France, c'est la moitié de l'énergie qu'on consomme et c'est à peu près un quart des gaz à effet de serre. Sur ce volet carbone, il y a une part qui est liée à l'énergie consommée à l'intérieur des bâtiments. Cette énergie, on peut la décarboner de deux façons, soit en réduisant le besoin énergétique, en isolant, et on fait baisser le besoin. Donc là, on émet moins de carbone parce qu'on isole mieux et que du coup, on a besoin de moins chauffer, donc on émet moins de carbone. Ou alors, on peut le faire en changeant le système de chauffage pour passer vers une énergie décarbonée. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes vice-présidente de la commission du développement durable à l'Assemblée. Alors, c'est quoi cette commission? Quel est son type et comment fonctionne-t-elle? L'Assemblée nationale est composée en 8 commissions permanentes et chaque commission permanente a un certain nombre de sujets de spécialité. Si vous voulez, tous les parlementaires, à la fin, dans l'hémicycle, vote sur tous les sujets, mais chacun d'entre nous travaillons en spécialité sur certains sujets plus que sur d'autres. Et donc moi, en tant que vice-présidente de la commission du développement durable et de l'aménagement des territoires, je focalise sur les sujets, par exemple, de protection de la biodiversité, de transition environnementale, de décarbonation, du secteur des bâtiments également, de mobilité, etc. Et donc c'est ces sujets de spécialité qu'on va traiter en priorité par des auditions, par des travaux de mission d'information ou de commission d'enquête. Moi, j'ai pu mener comme rapporteur une mission d'information sur la rénovation énergétique des bâtiments. Pour y en avoir une nouvelle qui serait lancée dans les prochaines semaines pour approfondir encore les travaux de la mandature précédente. Et typiquement, des travaux qui sont menés sur l'énergie également, on continue d'y participer. Aujourd'hui, je suis membre d'une commission d'enquête sur la souveraineté énergétique. Sur le mandat précédent, j'avais été rapporteur d'une commission d'enquête de ce type-là. Donc la commission, elle va travailler dans le fond des dossiers en spécialiste, si vous voulez, d'un certain nombre de points de sujet. Et typiquement, moi, je vais être moins spécialiste des questions de retraite, si on parle de l'actualité, ou des questions de handicap qui sont traitées en spécialité dans d'autres commissions. Est-ce qu'il y a actuellement des propositions spécifiquement parlementaires en matière de soutien à la rénovation énergétique? Beaucoup. Le sujet de la rénovation énergétique, le logement d'ailleurs, sont des sujets qui intéressent beaucoup les parlementaires. Ça touche directement la vie des gens et pour cette raison, ça mobilise beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, en tant que parlementaire, une des missions que je me fixe, c'est de mieux identifier les travaux de mes collègues parce qu'aujourd'hui, on travaille dans des commissions différentes. Et on n'a pas toujours déjà le même regard sur les sujets. Et néanmoins, on peut être amené à travailler sur tous les dossiers de manière transversale. Parce que le logement, vous voyez, c'est des sujets très transversaux. Le logement, il va être traité dans la question des affaires économiques. Il y a le logement en responsabilité, ce qui est l'idée de loger les gens. Mais par contre, la question du bâtiment et le traitement, par exemple, du volet carbone, il est dans la commission du développement durable. La question du financement des aides, etc., ça va peut-être être dans la commission des finances. Et néanmoins, l'accélération des gestes, ça peut être aussi dans la commission du développement durable. Donc, on a comme ça un certain nombre de sujets qui sont transversaux. Et aujourd'hui, comme il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de questions qui se posent, mais il y a aussi beaucoup de propositions. Mais la bonne nouvelle, c'est que sans doute sous cette mandature, on aura
à nouveau des choses qui vont se passer sur le sujet du logement et de la rénovation énergétique. J'ai dit aussi que vous présidiez l'association HQE. C'est quoi cette association? J'ai vu qu'elle délivrait des certifications. Vous pouvez nous en parler un peu plus? L'Alliance HQE-GBC, c'est une association d'utilité publique qui a 25 ans d'âge et qui a comme objectif depuis 25 ans de promouvoir le bâtiment, l'aménagement du territoire durable. Alors, il y a 25 ans, c'était moins à la mode qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus généralisé, mais voilà, il y a tout cet historique des filières d'aller vers cette transition environnementale et de promouvoir les bonnes pratiques. Donc, c'est l'objectif de cette association, de mettre en avant toutes ces belles pratiques environnementales. Et à un moment donné, il a été demandé, en fait, que pas seulement on puisse mettre les objectifs en proposition en disant saisissez-vous des outils qu'on vous suggère, mais aussi, il voulait qu'on ait la preuve qu'ils avaient mis en œuvre les suggestions qu'on avait faites. Et donc, c'est là qu'a été créée la certification HQE qui vient valider, prouver la bonne mise en œuvre des éléments environnementaux auprès d'un bâtiment qui est réalisé. Aujourd'hui, ce n'est pas l'Alliance HQE-GBC qui promeut directement ce travail de labellisation, ce sont des certificateurs qui travaillent pour le compte de l'Alliance HQE-GBC. Et l'Alliance HQE-GBC, elle touche, si vous voulez, simplement une redevance liée à son nom, à l'utilisation du nom. Mais ce travail de certification, c'est du label pour confirmer que les gens sont bien dans la performance environnementale. Mais l'Alliance HQE, elle ouvre une proposition qui est un peu de la formation neutre et gratuite à tous. Pour finir, je dirais une question complémentaire. On a vu ces derniers temps que le gaz était, pour ainsi dire, dans le collimateur du gouvernement, mais on constate que la PAC hybride, qui utilise donc une chaudière gaz, reste néanmoins subventionnée. Il n'y a pas un peu de contradiction dans tout cela ? Le gaz, dans le cadre de la réglementation environnementale 2020, a effectivement, dans le cadre de bâtiments qui sont très performants en termes de consommation énergétique, la mise en place d'un réseau de gaz dans ces lieux-là a peut-être moins d'importance, moins d'intérêt. Donc c'est pour ça que dans le neuf, on a tendance à se passer du gaz. En revanche, dans les bâtiments existants, il reste du gaz chez les ménages. Et donc, du coup, il faut sans doute mieux avoir accès à des chaudières à haute performance qu'à des vieilles chaudières gaz qui, du coup, consomment beaucoup plus. Et donc, du coup, sortir du gaz du jour au lendemain, ça paraît pas cohérent, d'autant que nous pouvons aussi en France promouvoir du gaz renouvelable qui a sa place dans le mix énergétique français. Donc l'objectif, c'est bien d'avoir une utilisation du gaz, une trajectoire de décarbonation de ce gaz pour que à terme il devienne 100% renouvelable et que ce gaz 100% renouvelable soit consommé avec des équipements énergétiques qui soient performants pour qu'on n'en utilise pas plus que de besoin. Merci Marjolaine Meunier-Millefer, merci Madame la députée de nous avoir consacré un peu de temps. Je sais qu'en ce moment c'est difficile. Je rappelle, vous êtes la spécialiste de la question au Parlement et on compte sur vous pour pousser ces initiatives de la rénovation qui vont dans le bon sens. Mais je pense qu'il faudra parfois un petit peu aussi simplifier les choses. Merci pour votre participation. Votre question à Christian Pesset. La question qui m'a été adressée, elle m'est adressée par Joey. Alors, je ne sais pas très bien si c'est Madame Joey ou Monsieur Joey, mais en tout cas, la question est tout à fait intéressante. Qu'est-ce que on m'a écrit ? On m'a écrit « Notre maison de 1990 est dotée d'un chauffage fioul, plancher chauffant basse température plus eau chaude sur une cave et un vide sanitaire, radiateur dans la salle de bain et dans 2 pièces contiguës au garage. Quel serait le meilleur choix pour remplacer la chaudière ? Quel est l'organisme compétent pour expliciter en toute neutralité les diverses aides possibles et leurs modalités ?
Alors évidemment, en toute indépendance, eh ben, c'est d'abord moi. Donc je vais vous donner mon point de vue. Une chaudière fuel alimentant notamment un plancher chauffant gagnera évidemment à être remplacée par une pompe à chaleur, par une PAC, voire par une PAC hybride gaz. J'en ai souvent parlé, mais on peut aussi mettre une PAC hybride fuel si on veut conserver l'énergie que l'on utilise actuellement. Alors la solution hybride, c'est-à-dire chaudière plus PAC, eh bien ça permet de toujours bénéficier d'une énergie puissante, de la meilleure énergie à chaque instant. On va dire dès que les températures deviennent négatives, eh bien c'est la chaudière, encore une fois gaz ou fuel, qui prend le relais et donc c'est idéal pour aussi des périodes où il ne fait pas si froid et où là c'est la pompe à chaleur, la PAC, avec son COP de 4 ou 5, son coefficient d'efficacité énergétique, qui va consommer de l'électricité, mais de façon beaucoup plus économique que les énergies évoquées, c'est-à-dire que les énergies fossiles en l'occurrence. Alors je précise que son installation à la PAC ou à la PAC hybride, eh bien, comme il y a des radiateurs, c'est ce que m'a dit Joey, ces radiateurs, il faut qu'ils soient compatibles, parce qu'il faut que ce soit des radiateurs basse température et pas des gros radiateurs en fonte, mais si la maison date de 1990, on peut imaginer que ce sera le cas. Pour l'eau chaude sanitaire, sans doute, je pense qu'il serait intéressant d'adopter donc un chauffe-eau thermodynamique, ce qui évitera de surcharger la PAC avec cette fonction, avec la fonction donc eau chaude sanitaire. Alors Joey cherche un conseil indépendant et avisé. Eh bien, l'État a développé, j'en ai déjà parlé antérieurement, pour cela, France Rénov', qui est donc un organisme auprès duquel on peut trouver des conseils, alors aussi bien sur les solutions de chauffage elles-mêmes que sur la sélection des entreprises et, ce qui est important, évidemment, sur les possibilités de financement de votre équipement. Alors, on peut joindre France Rénov' par son site internet, dont l'adresse s'affiche actuellement, et aussi par un téléphone qui va s'ajouter immédiatement aussi sur l'écran, mais je vous le donne quand même, 0808 800 700. Le coup de cœur produit de Christian Pesset. Alors mon coup de cœur produit de la semaine, il a concerné quelque chose à l'extérieur, qui est par exemple votre abri de jardin, qui peut être un abri pour les bûches ou un carport comme on dit aujourd'hui. Alors pendant longtemps, on a couvert ce type de bâtiment avec de la tôle ondulée qui a constitué un matériau, on va dire, un peu maudit pour les petites constructions parce que c'est pas beau, ça finit par rouiller. Alors heureusement, il y a des nouvelles plaques depuis pas mal de temps déjà, mais qui sont apparues. Ce sont des plaques qui sont dans un matériau bitumineux, d'ailleurs aujourd'hui assez écologique, et ça a changé les choses. Pourquoi ? Ça ne rouille pas, ça ne se déforme pas, c'est imputrescible et c'est insonorisant quand il pleut fortement et quand il y a par exemple de la grêle. Alors c'est devenu le produit idéal pour couvrir le toit des petites constructions que j'évoquais à l'instant, et notamment évidemment des abris de jardin. Pour la pose par les particuliers, le format des plaques posait un problème, elles étaient importantes. Il a été résolu par l'arrivée de plaques EasyFix compactes de chez Onduline, c'est mon coup de cœur du jour. Elles ne font pas 2 mètres de long comme la plupart des plaques traditionnelles, mais seulement 1 mètre sur 82 cm, et elles ne pèsent qu'environ 2,5 kg, donc c'est tout à fait facile à transporter et à porter. Ça permet de les manier facilement par une personne seule. Alors, du fait de leur format
réduit, on peut les transporter également dans un coffre d'une bonne voiture ou d'un break. Alors j'ai pu tester la pose récemment, j'ai fait un reportage sur le sujet et cette pose elle est vraiment facilitée par le format de ces plaques. Alors on peut couvrir un abri de jardin à peu près en une demi-journée si on est à peu près habile, seul. Bon, si on peut être aidé, c'est évidemment encore mieux, ne serait-ce que pour tenir l'escabeau et fiabiliser donc la pose. Alors ces plaques, elles se vissent, elles se clouent avec des matériels spécifiques à la marque, idéalement sur un support de panneau OSB, mais on peut le faire aussi sur une pose en chevron et en tasseau. C'est également tout à fait possible. Esthétiquement, eh bien, ces plaques, elles ont beaucoup évolué. Elles s'harmonisent avec l'environnement, les autres maisons autour et la couleur des toitures notamment, puisqu'on les trouve en noir, on les trouve en gris, on les trouve un gris donc qui est assez profond, gris anthracite, c'est sympa, ça ressemble aux ardoises. On les retrouve aussi en rouge pour s'harmoniser avec les tuiles et on les retrouve en vert si on est dans un environnement arboré. Alors ça ne vaut qu'une dizaine d'euros par plaque. Alors si on y ajoute les rives, si on y ajoute les faîtières, si on y ajoute les accessoires de fixation, eh ben c'est quand même vraiment pas très cher. On s'en sort pour environ 90-100 euros pour la couverture d'un abri de jardin de 5 mètres carrés. Je rappelle, ce sont donc les plaques EasyFix Compact de chez Onduline. Eh bien voilà, la maison de Christian touche à sa fin. J'espère que les informations que je vous ai apportées pourront vous aider bientôt, c'est-à-dire la semaine prochaine, vous aurez une nouvelle émission. Merci à Adrien pour la préparation de l'émission et aujourd'hui pour la technique et également la diffusion. Vous retrouverez cette émission sur reno-info-maison.com, sur les principales plateformes de podcast, sur LinkedIn, qui, je le dis chaque semaine, est une plateforme un peu plus professionnelle, sur notre chaîne YouTube La Maison de Christian, c'est une nouvelle chaîne, et sur la page Facebook de l'émission, comme sur la page spécifique à celle-ci. Je vous conseille de bien travailler, mais surtout de faire appel à un professionnel pour tout ce qui pourrait dépasser vos compétences. Et je vous dis à la semaine prochaine.